Dans le cadre de la loi climat de 2021, a été voté l'objectif zéro artificialisation nette. L'État français s'est imposé de ralentir l'artificialisation des sols et notamment le bétonnage lié aux constructions pour freiner l'étalement urbain. Le but est de préserver les espaces naturels et de permettre leur renouvellement. On parle d'un ralentissement d'environ 50% en comparaison avec la dernière décennie. Pourtant, de nombreuses mairies dénoncent une mesure punitive envers le développement de leur commune. Paul Le Garnic, vous êtes adjoint à la maire de Pontivy. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cet objectif serait négatif en termes d'urbanisme, mais aussi pour le marché de l'immobilier? Oui, alors le ZAN, vous avez bien dit, hein, c'est zéro artificialisation nette. On veut dire que c'est un objectif louable, on peut comprendre, hein, pour l'environnement, hein, pour que la nature conserve une place en France et en Europe. Cependant, la règle qui a été choisie, voilà, d'avoir une uniformité sur le territoire est extrêmement jacobine et centralisatrice. On voit qu'on traite de la même façon, je ne sais pas moi, Paris ou Marseille, où tout est urbanisé déjà, voilà, et des endroits où il y a très très peu d'urbanisation, comme je sais pas moi, la Corrèze ou le Loir-et-Cher. Et donc, on dit c'est zéro partout, alors qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup moins de développement. Et donc, cette règle aujourd'hui qui est nationale ne permet pas de s'adapter aux réalités du terrain. Et c'est ça qui est mauvais en réalité. Concrètement, quelles instructions ont été données aux élus par l'État concernant l'application de cet objectif zéro artificialisation nette? Oui, alors là, vous pointez aussi un problème, j'estime, de méthode. C'est-à-dire que l'État central, hein, qui a imposé cette histoire de ZAN, fait un peu comme Ponce Pilate et s'en lave les mains. C'est-à-dire que bon, l'État décide et ensuite on dit bah, c'est aux élus de se débrouiller. Mais ce sont aussi les élus qui ensuite subissent les conséquences. Parce que quand on va dire à quelqu'un que le terrain qu'il avait prévu pour son petit-fils, il ne pourra pas construire de maison dessus, ou que comment dirais-je, le magasin qu'il voulait construire pour développer son activité parce qu'il veut une zone plus grande, il ne pourra pas le construire non plus. Eh bien, ce sont les maires, les conseils municipaux, les adjoints au maire qui vont se faire houspiller finalement alors qu'ils ne sont pas responsables de cela. Donc aujourd'hui, la consigne, c'est juste débrouillez-vous. Et ça n'est pas acceptable puisque ce sont les élus locaux qui vont un peu payer les conséquences de tout cela. L'artificialisation concerne autant un parking que l'on ferait construire qu'une maison sur un terrain. Pourtant, une maison est souvent entourée d'un jardin, voire d'un potager. Pourquoi si peu de discernement selon vous? Alors les députés qui sont en train de rediscuter du texte là, voilà, font valoir le fait que c'est compliqué sans doute de définir l'artificialisation. Il n'y avait pas de définition lorsqu'ils ont créé cette loi en 2021 qui imposait. Et donc bon, ils ont fait un peu au doigt mouillé et aujourd'hui, bah, vous l'avez dit, si on prend les plans du cadastre par exemple, dès l'instant où il y a une maison de construite, c'est artificialisé, même s'il y a 500 mètres ou 1000 mètres carrés de terrain, je veux dire, de jardin, quoi, effectivement, de potager, de rosier, que sais-je encore. Et donc, ça non plus, ça n'est pas très respectueux de la réalité parce que il y a une biodiversité spécifique dans les jardins, hein. Il y a des animaux qu'on trouve dans les jardins, des petits oiseaux, comment dirais-je, oui, différents types d'animaux ou une biodiversité spécifique qui n'existe pas en plein champ ou qui n'existe pas dans les forêts. Premièrement. Deuxièmement, les jardins ont aussi un rôle, puisqu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. On voit qu'en ce moment, il fait chaud, là, par exemple. Et ben, on supporte mieux la chaleur. Il y a une différence de température importante entre le centre-ville, où il n'y a pas d'ombre, où il y a peu d'humidité, parce que donc, tout est artificiel pour le coup, et les zones pavillonnaires. On tape beaucoup sur les pavillons, mais eh bien, les situations de chaleur sont plus supportables dans les pavillons avec des jardins, avec des arbres, qu'en zone pleinement urbanisée. Et je pense que ce qui se joue en réalité, c'est la lutte contre l'habitat individuel. Il y a des gens qui sont opposés pour des raisons qui leur appartiennent, mais essentiellement idéologiques, je pense, à l'habitat individuel et au fait que les gens puissent avoir un chez eux. Et c'est ça qui joue, parce que si on prend les arguments purement sur la biodiversité et la chaleur, par exemple le réchauffement climatique, eh bien, ils ne tiennent pas concernant voilà, ces jardins. Le 22 juin dernier, cet objectif a été rediscuté à l'Assemblée nationale. Quels changements y ont été apportés suite à la séance? Bon, je pense que les parlementaires sont un peu gênés aux entournures parce qu'ils ont bien compris que beaucoup d'élus, beaucoup de gens finalement sont opposés à ce principe-là. Tout le monde n'avait pas compris vraiment au départ la façon dont ça allait se passer. Donc maintenant, ils essayent un peu de se racheter une conduite en lâchant du lest. Mais ça n'est pas fait avec beaucoup de discernement puisque il y a un accommodement qui a été mis sur les 1 hectare par commune rurale. Bon, sans prendre en compte vraiment la situation de la commune, ce que veut le maire ou pas. Enfin, c'est assez étonnant. Et je pense qu'il n'y a pas un travail assez en profondeur. Je ne leur jette pas la pierre. Il y a un calendrier parlementaire qui n'est pas facile à suivre. Mais voilà, ça mérite mieux comme problème que des accommodements un peu à la petite semaine, 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là. Et donc, aujourd'hui, je pense que les élus locaux qui se sont
manifesté, non pas contre le principe, mais contre l'application de la zéro artificialisation, n'ont pas encore obtenu gain de cause et ils n'ont pas l'air satisfaits par la situation. Aujourd'hui, j'entendais au micro de TF1 un député Renaissance dire que si on pourra construire en zone rurale à l'avenir, mais qu'on le fera différemment. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon vous, ça? Ah ben, c'est tout le problème, c'est-à-dire que c'est déjà en tant qu'élu, ça dépend de où on est élu. Parce que c'est sûr que point de vue métropole de Rennes, de toute manière, ça ne change pas grand-chose pour eux de savoir si on pourra artificialiser ou pas des campagnes, vu qu'ils ne sont pas directement concernés. Bon, c'est encore plus vrai quand on est à Paris. Bon. Mais concernant les campagnes, finalement, comme ici on est à Gourin, bon, voilà, en Bretagne intérieure, eh bien, c'est un élément déterminant de l'attractivité relative des différents pays. Parce que, effectivement, si vous êtes à Rennes ou si vous êtes à Paris, bah, probablement vous avez plus d'accès au transport, vous avez l'université pour les enfants, ça c'est plutôt un avantage. Par contre, vous avez moins d'espace. Ça, c'est plutôt un inconvénient. Et si on empêche les gens d'avoir leur chez eux, une maison avec un jardin pour des enfants, s'ils veulent construire une famille, même les gens moyens ou aux revenus modestes, ils doivent pouvoir faire ça. Et si on leur empêche de faire ça, et ben finalement, aucun intérêt d'aller à la campagne. On n'a plus du tout les mêmes avantages. Et c'est pour ça que je pense que ce député Renaissance qui dit qu'on pourra quand même construire, mais différemment, il met probablement le point sur quelque chose de vrai, mais la campagne, ça n'est pas la ville. Et je ne pense pas qu'on ait vocation à entasser tout le monde dans des grands immeubles de je ne sais combien d'étages de haut pour faire comme en ville, quoi. Alors, justement, vous avez touché une des questions que je voulais vous poser. Le budget des Français pour se loger ne cesse d'augmenter. Cet objectif zéro artificialisation nette risque de faire grimper en flèche les prix du logement individuel dû à leur raréfaction. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cet effet touchera bien plus les campagnes qu'ailleurs? En fait, on parle de prix. Bon, le prix, c'est assez simple, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Bon, voilà. Et donc, à partir du moment où vous dites on ne peut plus construire, bah, vous créez une baisse artificielle en réalité de l'offre, donc une raréfaction complètement légale, enfin c'est administratif, et donc bah, vous faites flamber le prix de la charge foncière et donc le prix des maisons. Bon, ça c'est voilà, n'importe qui a fait un peu d'économie peut comprendre ça, et sauf que effectivement ça se verra encore plus sur l'habitat individuel et sur le pavillon, qui est l'apanage un peu des campagnes françaises et des zones périurbaines, puisque pour les appartements dans les grandes villes ça ne changera pas grand-chose. Puisqu'on peut toujours densifier, le but est de densifier, donc on peut rajouter des étages, on peut faire des extensions, mais on ne va pas couper les terrains de pavillon en 5 pour faire des petites maisons. Donc pour les gens qui veulent vivre en habitat collectif, ça ne changera rien, mais pour les gens qui veulent des maisons individuelles, et j'estime qu'ils ont le droit de le vouloir, notamment pour des familles, eh bien, c'est eux qui vont être vraiment pénalisés. Comme souvent, malheureusement, c'est toujours un peu sur les mêmes que ça tombe, quoi. Donc, vous venez de le dire, faire bâtir à la campagne est un projet de nombreuses personnes en quête d'une meilleure qualité de vie. Les milieux ruraux manquent déjà de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'emploi. Enlever cette possibilité d'acheter un terrain pour y construire ne serait-il pas le coup de grâce à l'attractivité des campagnes? Ah bah oui, bon, là-dessus, moi je suis parfaitement d'accord. Le ZAN, en tout cas la ZAN, eh bien, sera particulièrement nocive pour les campagnes. C'est probablement pour ça que les techniciens qui ont fait ça s'en sont pas rendus compte véritablement. Quand on rencontre les chefs d'entreprise, hier, je déjeunais avec un responsable de syndicat patronal. Eh bien, voilà, le logement, c'est une des problématiques extrêmement précises, puisque bien souvent, des patrons maintenant sont obligés presque de proposer des logements pour embaucher telle ou telle personne. Donc, si on n'a pas ça, on casse encore les reins des entreprises. Et de toute façon, créer de la rareté va augmenter le prix. Et donc, à moins de faire suivre les salaires exprès pour que les gens puissent compenser, ça ne pourra pas aller. Donc, ça a des répercussions en termes, on va dire, de politique familiale, de logement, pour les entreprises côté employeur, mais aussi, je pense vraiment à nos entreprises du bâtiment. On a de très bonnes entreprises du bâtiment dans le Morbihan, mais que vont-elles faire? Elles vont devoir changer très vite leur fusil d'épaule. Probablement, ça n'est pas vraiment la même chose de faire de la rénovation ou de construire du neuf. Donc, ceux qui construisent du neuf, ils vont devoir probablement presque changer de métier. On leur impose ça en 10 ans, c'est quand même extrêmement court. Alors, j'ai vu que la Fédération du bâtiment a fait un certain nombre de propositions pour permettre qu'il y ait plus de renaturation des friches, ou aussi qu'on prenne en compte les toits végétalisés. C'est probablement des bonnes mesures, mais voilà, il faut aussi penser aux entreprises du bâtiment. Malgré les aspects négatifs soulevés, l'artificialisation des sols est une problématique sérieuse qui nécessite de réagir très rapidement. Le mardi 27 juin, une simplification de ce ZAN a été votée. Quel changement faudrait-il encore faire sur cet objectif zéro artificialisation nette pour qu'il devienne réalistement applicable selon vous? Alors, je pense que déjà, il faut le rendre moins contraignant. On peut considérer qu'il y a un objectif à long terme d'avoir moins d'artificialisation, mais ça ne doit pas être le couperet pour les collectivités et le couperet pour les propriétaires. Donc voilà,
être plus sur un mode de l'objectif, se laisser plus de temps et surtout décentraliser. On ne peut pas traiter de la même façon le Loir-et-Cher qui est urbanisé à 4% et Paris qui est urbanisé à 100%. Vous voyez, donc, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il faut de la décentralisation, qu'il faut que ce soit plus près du terrain, plutôt que de laisser juste le problème aux élus, peut-être la décision. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être que chaque province, chaque pays, chaque région devrait pouvoir avoir sa propre idée, puisque les problèmes ne sont pas les mêmes dans le Cantal, à Paris ou dans le centre-Bretagne. Donc moi, je pense que c'est aux gens de décider sur place la façon dont il faut faire. Et tant qu'on n'aura pas décentralisé, on ne pourra pas s'en sortir. Quelle que soit la solution en tout cas qui sera imposée par Paris, elle ne pourra pas être bonne partout. Voilà, donc on voit bien en Europe, hein, déjà, ils sont plutôt plus urbanisés que nous. Et puis surtout, ils ont des processus de décision plus décentralisés. Donc Allemagne, Suisse, enfin voilà. Donc je pense que c'est ça le point important. Vos équipes à la mairie de Pontivy et Madame la maire, je suppose que vous en avez déjà parlé et sûrement fait des préparatifs par rapport à l'arrivée de cet objectif ZAN. Comment ça se passe à Pontivy? Quelles sont les décisions qui sont, on va dire, dans les tuyaux? Le premier problème qu'il va y avoir pour les collectivités, et pour toutes les collectivités, c'est concernant les projets. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a on va dire une gestion réglementaire de savoir si tel terrain ou tel terrain va rester ou pas constructible, et donc avec des objectifs, du moins imposés par l'État, de réduire drastiquement la partie constructible. Donc ça, il va falloir l'expliquer aux gens, et on se retrouve un peu avec la patate chaude. Premier problème. Deuxième problème, eh bien, les projets des villes, construire des écoles, construire des gymnases, refaire de la voirie, ou améliorer des quartiers, voire s'étendre un petit peu. Est-ce qu'on pourra vraiment le faire? Pour les propres projets municipaux, ça va être compliqué, donc ça a des répercussions en termes scolaires, en termes de sport, et donc ce sera d'autant plus de contraintes vraiment pour les collectivités. L'agro-industrie en Bretagne, c'est une très grande part de marché et d'emploi. Ce ZAN, il va sûrement décourager des entreprises d'investir, de mener des projets dans la région. Comment ça se passe, le dialogue avec eux? Quelles réponses vous leur apportez dans, par exemple, des demandes de projets? Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie sur cette histoire de zéro artificialisation nette, puisque effectivement, une partie des agriculteurs donc, se sont mobilisés au départ pour demander cela, puisque ça évitait de miter les terres agricoles. Donc ça, on peut comprendre. Maintenant, à partir du moment où les critères qui ont été choisis sont des critères un peu juridiques, administratifs, artificialisés ou pas artificialisés, eh bien, on se retrouve avec des impossibilités de construire dans des endroits où la terre, finalement, n'a pas beaucoup de valeur. C'est plus des surfaces, voilà, des surfaces qui existent où on ne peut pas faire pousser grand-chose. Et où traditionnellement, eh bien, les cultivateurs ou les éleveurs, c'est là qu'ils construisent leurs bâtiments. Déjà, leurs bâtiments d'élevage, leurs bâtiments de ferme, les lieux de transformation, ce genre de choses. Et on n'a pas du tout de prise en compte aujourd'hui de la qualité des terres agricoles dans la règle. Donc voilà, la lande va être considérée comme de la bonne terre à pomme de terre comme on a autour de Pontivy. Et donc ça n'est pas possible. Et puis c'est une filière, l'agroalimentaire. L'important, c'est déjà l'élevage chez nous, hein, pour la viande, le lait, tout ce genre de choses, pour valoriser les prairies. Mais ensuite, il y a toute la filière. Parce que si on n'a pas d'usine pour transformer le lait, pour faire du fromage, pour des laiteries, des usines pour faire de la viande, comment produire des steaks hachés, que sais-je encore, ou du porc, eh ben, on ne peut pas avoir des éleveurs compétitifs. Ça ne sera pas possible, parce qu'on aura des coûts de transport beaucoup plus élevés pour emmener tout transformer ailleurs. Donc, voilà, les éleveurs ont besoin, les agriculteurs ont besoin de pouvoir valoriser leurs terres justement, et aussi d'avoir des constructions quand il y en a besoin. Sinon, toute la filière s'écroulera. Ce ZAN, c'est aussi l'occasion de rouvrir un débat, celui des campagnes et des côtes bretonnes. On parlait d'attractivité. En matière de réglementation, il y a de manière générale des disparités entre les communes rurales et côtières. Pourriez-vous vous donner votre ressenti sur cette problématique? Oui, alors effectivement, là, on a un bon exemple, puisque le point crucial en ce moment sur l'artificialisation, c'est de diviser par deux la quantité de terrain à artificialiser pour les 10 ans qui viennent par rapport aux 10 ans passés. Bon, ça, les gens ont compris. Sur la côte, ça s'est énormément urbanisé, parce que la côte est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de gens, notamment assez âgés, qui veulent venir là, construire, ils ont de l'argent. Donc, nous, en Bretagne intérieure, on se retrouve avec la moitié de pas grand-chose. Donc, c'est ce qui fait vraiment, vraiment peu, finalement. Donc, on va dire qu'en termes de lancée, les zones côtières peuvent continuer sur la lancée de leur dynamisme historique. Et nous, on nous empêche d'avoir le rebond, finalement, que beaucoup de gens ont vu donc à l'issue des confinements, etc., de dire, finalement, les gens veulent de l'espace, ils veulent de la tranquillité, ils veulent de la verdure.
Et en fait, on nous interdit finalement de jouer cette carte pour continuer à se développer. La Bretagne est une région attractive pour le tourisme, certes pour ses côtes, mais ses campagnes regorgent d'endroits magnifiques et riches historiquement. D'où vient ce mépris du tourisme rural, selon vous? Eh bien, je pense que, assez paradoxalement, ça vient déjà des habitants du lieu, puisque on dit nul n'est prophète en son pays, mais en tout cas, on a peut-être plus de mal à voir la beauté chez nous que quand on est ailleurs. Et peut-être qu'on n'a pas pris assez conscience au départ, au moins historiquement, en Bretagne intérieure, de la beauté des cours d'eau, des paysages, du patrimoine bâti. On a un très grand château à Pontivy, un château en plein centre-ville qu'on est en train de rouvrir progressivement pour espérer faire venir du monde. Et effectivement, c'était vu il y a quelques années comme moins attractif que, je ne sais pas moi, les fameux alignements de Carnac, puisqu'on en a reparlé, ou les plages. Mais on a vraiment notre épingle à tirer de ce jeu-là. Et puis, on a beaucoup de gens qui veulent maintenant vivre un peu plus doucement, notamment en vacances, être à vélo sur le long du canal de Nantes-Bresse, ce genre de choses. Et voilà, là, nous aurons encore des choses à leur offrir. Et on a aussi, surtout, des commerçants de bonne qualité qui vont pouvoir les accueillir, que ce soit en termes d'hébergement, de restauration, mais aussi de tout un tas de boutiques. Donc, je pense que il faut aller à fond là-dedans. Et pour Pontivy, le prochain objectif, c'est la réouverture du bâtiment du Château des Rouen, qui pourra accueillir, j'espère, des milliers de personnes par an et nous ramener d'autant plus de monde. Voilà. On a parlé récemment des éoliennes de Gouerne. De nombreux projets de construction d'éoliennes ont lieu en campagne. On en trouve peu sur la côte. Pourquoi serait-il plus approprié de mener ces chantiers en zone rurale, selon vous? Oui, alors là aussi, une grande hypocrisie. La première chose qu'on devrait se poser comme question, c'est est-ce que les éoliennes sont une bonne chose point de vue énergétique, puisque c'est quand même ça le sujet principal. Bon. Et dans un pays comme la France, où il y a beaucoup d'hydroélectricité, comme dans la Rance, en Bretagne, ou de nucléaire, parce que le nucléaire, c'est quand même une filière française, eh bien, moi, je ne pense pas que l'éolienne soit déjà une bonne idée au départ. C'est-à-dire qu'on a un coût, si vous voulez, de rachat d'électricité éolien qui est bientôt 2 fois supérieur au prix de l'électricité produite par le nucléaire. Donc c'est très cher, premièrement, voilà, très cher. Ensuite, ça n'est pas pilotable, c'est-à-dire qu'on ne commande pas encore quand il y a du vent ou pas, même si des gens ont essayé, ça ne fonctionne pas, voilà, on n'est pas encore les dieux. Et par ailleurs, c'est complètement alternatif, c'est-à-dire que soit il y a du vent, soit il n'y a pas de vent. Bon. Donc si on doit attendre qu'il y ait du vent pour savoir si la lumière est allumée dans le studio, aussi bien on se retrouve dans le noir. Donc ça ne va pas. Donc déjà, ce n'est pas une technologie qui est exceptionnelle en tant que telle. Bon. Ensuite, et on parlait du ZAN, donc elle est extrêmement consommatrice d'espace, puisque il faut à peu près, entre 1000 à 1500 mètres carrés de surface au sol pour mettre une éolienne, plus presque jusqu'à 3000 mètres carrés si on prend en compte les chemins d'accès, etc. Il faut quand même artificialiser du sol. Ils sont en train d'en mettre dans la forêt de Lanouée, donc c'est quand même ce qui se passe. Voilà. Il faut mettre 1000 ou 1500 tonnes de béton pour faire le socle. D'accord ? Et surtout, en termes d'échelle, on considère qu'un réacteur EPR, ça fait presque 1500 ou 2000 éoliennes. Voyez. Donc si on doit remplacer le nucléaire par des éoliennes, il va falloir en mettre un paquet et on les mettra là où il y a de la place. Là, on croit qu'il y a de la place et donc c'est les campagnes qui vont être sacrifiées de ce point de vue-là. Alors c'est vrai que les zones côtières, comme ils estiment qu'ils ont moins d'espace et que finalement, il n'y a quand même pas grand monde à trouver ça beau, les éoliennes, ils ne sont pas pressés d'en avoir. Cependant, il y a un point où il va être probablement assez défavorisé, c'est tout ce qui est éolien offshore, près de l'île de Groix, dans la baie de Saint-Brieuc. Et là, les gens qui ont payé fort cher d'avoir une maison avec vue sur la mer, ils vont se retrouver avec des éoliennes. Donc je pense que ça n'est pas du tout adapté. Et le premier problème est un problème technologique, ensuite un problème économique. Et en plus de ça, la surinfection, c'est que vraiment, point de vue paysage, beauté et même consommation d'espace, c'est extrêmement mauvais. Parce que ça n'est pas très efficace. Attendre que le vent souffle pour avoir de l'énergie, c'est vieux comme le monde. Et le nucléaire ou les usines marémotrices, c'est quand même beaucoup plus précis et moderne. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à la science, d'accord, et aller là-dessus plutôt que de croire à des élucubrations qui ne sont pas réellement suivies des faits, quoi. Merci beaucoup, Paul Le Garnic. Je le rappelle, vous êtes adjoint à la maire de Pontivy. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à tous sur RMN. Je remercie RMN déjà de m'avoir donné la parole, puisque il faut aussi que la Bretagne intérieure puisse s'exprimer. C'est le cas dans le cadre de ce débat. Donc je vous remercie tous. Voilà.